Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à nos témoins d'être ici aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous revoir, Monsieur Nickerson. Et je veux vous remercier pour le travail que vous faites partout dans le monde. C'est vraiment très valable et a des répercussions positives. Vous avez mentionné les changements climatiques. Pourriez-vous nous en parler brièvement et de la façon dont cela a des répercussions partout dans le monde? Oui, nous percevons le changement climatique dans ces crises comme étant un multiplicateur de crises. Dans nos projets, dans certains cas, il y a des impacts médicaux découlant des changements climatiques. Les schémas de maladies évoluent, des maladies comme la malaria qui ont des pics saisonniers. Là, on constate qu'il y a des pics de paludisme ou de malaria qui sont plus intenses et qui arrivent à différentes périodes de l'année auxquelles on n'était pas habitué. Donc, le changement climatique change ces schémas de maladies, les rend moins prévisibles. Pour ce qui est des migrations forcées, les gens, et plus particulièrement ceux qui dépendent de l'agriculture pour survivre, si le sol devient inutilisable, et bien sûr, cela découle de toutes sortes de choses, mais il faut qu'il y ait une industrie qui tienne compte du climat et ces gens-là peuvent se situer en région de conflit. Et donc, cela multiplie les problèmes auxquels font face les personnes. Et donc, les gens nous disent que le climat les empêche de gagner leur vie, en fait. Et cela les mène à fuir leur pays. Mais cela va au-delà aussi des conflits, des problèmes politiques et autres. Et une fois que ces personnes ont quitté leur pays, les Rohingyas, eh bien là, ils se retrouvent dans un camp de réfugiés, il y a des inondations, et ils n'ont aucune manière de pouvoir faire face à ce problème. Cela peut déclencher par la suite des maladies dans ce campement. Oui, tout à fait. Moi, je suis un spécialiste en matière de santé publique. À l'heure actuelle, on réagit à davantage d'éclosions de choléra que ce qu'on a pu voir depuis très longtemps. Il y a des vaccins qui ont été déployés, mais il y a aussi davantage de choléra, donc pas suffisamment de vaccins. Cela n'est pas forcément directement lié au changement climatique, mais il y a des liens. C'est une réalité maintenant. Il faut savoir que le climat a des répercussions sur les maladies infectieuses. Et lorsqu'il y a des éclosions qui ont lieu en plus d'un problème de déplacement forcé ou de situation de réfugiés, cela devient de plus problématique. Vous avez parlé de manquements en matière de protection et de survie pour les migrants. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Nous ne sommes pas une organisation de protection, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour vous donner des explications là-dessus sur les lacunes en matière de protection. On le voit dans nos programmes médicaux. Je vous ai présenté des statistiques, à savoir quelques 20 000 survivantes d'agressions sexuelles dans nos cliniques. Eh bien, voilà comment se traduit le manque de protection. On voit des personnes, des victimes qui ont été agressées et blessés et qui doivent obtenir des soins médicaux parce que les systèmes de protection n'ont pas pu les protéger. Un témoin précédent, je ne sais pas si vous avez entendu la témoin de Oxfam, elle parlait des répercussions sur les femmes et mon collègue en a parlé aussi. Constatez-vous qu'il y a un changement démographique dans les personnes qui fuient les divers pays? Je veux être prudent. Je ne veux pas faire de présomption générale sur des centaines de millions de personnes. Chaque crise est différente et chaque raison qui force les gens à fuir le pays est différente.
mais on constate que les femmes et les enfants sont les plus vulnérables dans toute crise humanitaire dans le monde. Il faut néanmoins reconnaître que le genre joue un rôle important dans ces crises et dans certaines instances, il peut y avoir des hommes qui peuvent être précisément ciblés tout simplement parce que ce sont des hommes. Mais bien sûr, on constate qu'il y a de nombreuses femmes qui fuient leur pays, qui ont besoin de soins médicaux. Donc oui, ce sont des vulnérabilités qui sont bien concrètes et du point de vue de santé publique et de quelqu'un qui fait des évaluations en matière de besoins, il importe de comprendre qui est en ligne à la clinique, à savoir, y a-t-il une disparité entre les genres et pourquoi est-ce le cas? Donc, il faut veiller à ce que nos programmes soient établis pour aider les gens les plus vulnérables et établir des stratégies pour les aider. Moi, j'ai été au Costa Rica cet été. Je suis allé dans un abri, foyer pour migrants. Et ce que j'ai retenu, c'est que on m'a dit qu'il n'y avait habituellement que des hommes qui se situaient dans ce type de refuge et maintenant, il y a des familles entières. Quelles seraient les répercussions à long terme en matière de santé mentale sur ces enfants? Avez-vous pu constater ça dans votre travail? Je sais que chaque pays est différent. Je ne sais pas si vous travaillez en Amérique centrale ou pas. Nous avons un témoin qui connaît bien les lacunes en matière de protection. Peut-être pourra-t-il intervenir, mais nous offrons des soins de santé primaire et les gens ont besoin d'obtenir des soins de santé très basiques quand ils sont en situation de fuir la violence. Oui, il y a des besoins en matière de santé mentale. Les gens sont exposés à des niveaux incroyables de violence. Et donc, ces femmes, ces enfants et l'ensemble des familles ont besoin d'aide. Monsieur Nickerson, vous avez dit que vous avez ciblé dans votre allocution de départ 3 crises, celle du Soudan, celle de la RDC et puis celle des Rohingyas. Je ne suis pas un expert comme vous êtes un expert. Par contre, j'ai comme l'impression qu'il y a 3 choses que ces 3 conflits-là ont en commun. En tout cas, d'un œil, disons-le, de l'angle canadien de la chose, là. Premièrement, le financement de l'aide humanitaire. Ça fait des années que l'ONU demande à des pays comme le Canada de mettre jusqu'à 0,7 % du PIB en aide humanitaire. On est à 0,29 0,30 présentement. On est plus bas que l'était Stephen Harper, alors que les libéraux disaient qu'ils avaient coupé. On est plus bas que les seuils de Stephen Harper. Est-ce que ça, déjà, ça affecte vos actions sur le terrain à Médecins sans frontières? Je vais te répondre en anglais. Ouais. OK. Très bien. Il y a quelques éléments à mentionner ici. Tout d'abord, je pense qu'on a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui que les besoins en aide humanitaire sont extraordinairement élevés. Je pense qu'il y a 300 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire et qui sont couverts par un plan d'aide humanitaire. C'est ce que dit un rapport de l'ONU. L'impact que ceci a sur Médecins sans frontières se fait sentir à plusieurs égards. D'abord, nous réagissons à un grand nombre de crises humanitaires dans presque 70 pays. 60 millions de consultations, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Les besoins sont élevés. Sur la question de l'aide humanitaire, j'aimerais souligner que nous sommes une organisation humanitaire financée par le privé. Le Canada est seulement l'un des 3 pays donateurs dont nous recevons de fonds. Nos fonds sont surtout privés, ce qui nous permet de réagir très rapidement lorsque des urgences surviennent. Mais la réalité, c'est que le système humanitaire est absolument à bout. Il y a plein de besoins auxquels on ne peut pas répondre. C'est attribuable à un problème d'efficacité, mais bien honnêtement, c'est tout simplement une absence de financement. Dans la crise des Rohingyas, par exemple, le programme, les rations d'aide humanitaire sont réduites à $10 par personne par mois. Et ça, c'est un manque à gagner au niveau de financement qui touche un grand nombre de crises à travers le monde.
when you flag those figures, and I'm happy that the analysts are noting those figures down. You also spoke about Canada's role, and you said, and I quote, that Canada has failed over recent years. Sur la scène internationale, là, on parle d'aide humanitaire, on parle de promotion de la paix et on parle de droits humains aussi beaucoup. Est-ce que, encore une fois, c'est une chose qui ont en commun ces trois crises-là? Parce que moi, personnellement, j'ai pas vu le Canada prendre d'action, en tout cas, d'avoir une voix à l'international très crédible sur ces trois crises-là dont vous nous avez parlé. Ouais. So, I'm going to start with the... Je vais commencer par la crise des Rohingyas parce que je crois véritablement que c'est un très bon exemple d'une crise dans laquelle le Canada s'est tenu debout, a fait preuve de leadership. Le Canada, en 2017, dès le début de cette crise, a nommé Bob Rae comme envoyé spécial pour la crise Rohingya. Il y a des recommandations, un rapport associé à tout ça. Ceci était important non seulement en raison de ces mesures, mais en raison du fait que le capital politique s'est mobilisé à un très haut niveau, a permis au Canada de prendre des mesures au niveau de pays comme le Bangladesh, où il y avait beaucoup de défense des droits qui s'est faite, au nom des peuples Rohingyas et du peuple du Bangladesh et qui a percolé dans d'autres pays. Il y a beaucoup d'excellent travail qui s'est fait dans le cas sous l'égide de la stratégie Rohingya du Canada, mais ça n'a pas été renouvelé au niveau du budget. On pense que ça aurait dû être le cas et que ce travail devrait se poursuivre. Je le mentionne parce que je pense que c'est un rappel très utile du fait que le Canada peut prendre à bras-le-corps ces crises et faire preuve de leadership. Un envoyé spécial ne sera pas toujours la solution, mais avoir à un niveau élevé politique une réaction politique qui permet un financement et qui permet de rehausser les efforts diplomatiques canadiens et la défense des droits au niveau humanitaire, une politique humanitaire, ça peut être très efficace lorsque toutes ces ressources sont mises au travail en réaction à une crise. Mais financer tout simplement la réponse humanitaire, ce n'est pas suffisant pour faire face aux problèmes sous-jacents qui l'ont créé ou la myriade de problèmes qui accompagnent cette crise au fur et à mesure que les organisations essayent de réagir et répondre à ces conflits. J'ai encore du temps. Je pense que le troisième élément où je trouve, et encore une fois, je ne suis pas un expert, c'est vous l'expert, mais où je trouve où il y a peut-être un lien, un point commun entre ces trois crises-là. Je vous ai parlé de financement, je vous ai parlé du rôle de leader du Canada, mais il y a aussi peut-être l'enjeu de la médiatisation. Les gens, la population, présentement ici, en tout cas, je veux dire, je suis au Lac-Saint-Jean à toutes les fins de semaine. Il n'y a personne qui me parle de ces crises-là. C'est normal, les gens ont leur propre quotidien au niveau économique, au niveau social. Bon, mais par contre, c'est quand même dans les pires crises humanitaires sur la planète. Et on n'en entend pas parler. Et là, je parle peut-être que ce n'est pas le rôle du gouvernement du Canada. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un manque au niveau peut-être de la couverture médiatique ou est-ce qu'il y a un manque au niveau des politiciens pour amener ces crises-là au niveau médiatique pour faire en sorte que les gens s'y intéressent plus? Je ne sais pas. Peut-être que je suis dans le champ, là. It's both, in my opinion. It's very challenging. C'est les deux, selon moi. Il est difficile d'attirer l'attention sur des crises négligées. On parle de ce que l'on voit au niveau de la République démocratique du Congo, dans les camps de Rohingya, au Bangladesh, le Soudan du Sud également. Difficile d'attirer l'attention des médias. 10 secondes. Est-ce que les crises comme l'Ukraine ou Gaza, où on en entend parler à chaque jour, est-ce qu'ils ne viennent pas un peu ombrager ces crises-là qui durent depuis un certain temps déjà? Je pense que oui, mais les besoins sont très élevés dans ces crises également. Très rapidement, par rapport à votre deuxième point, il est absolument essentiel que les députés, les membres du Parlement parlent de ces crises négligées, essayent de trouver un rôle utile pour le Canada en réaction à ces crises. Alors oui, en tant qu'organisation humanitaire, avons une responsabilité, la responsabilité d'amener ça sous un éclairage public, mais les parlementaires ont une responsabilité très claire d'en parler, que ce soit au niveau d'un comité ou dans des déclarations faites au Parlement ou ailleurs. Est-il difficile pour les personnes déplacées, forcées, d'avoir accès aux soins de santé mentale? Oui, la programmation en matière de santé mentale est un des éléments clés
de notre réaction humanitaire. Lorsque vous êtes dans un conflit très violent, les gens font face à toutes sortes de violences qui ne distinguent pas entre telle ou telle personne. Donc, les gens font face à toutes sortes de stress psychologique. Ils ont besoin d'aide. Ils continuent d'avoir de graves lacunes dans ce genre de programme. Et pour ceux qui ont des problèmes psychiatriques, cela n'est pas compris dans l'aide humanitaire. Et donc, les besoins sont criants. Pour ce qui est des traumatismes, c'est ainsi que nous réagissons et que nous mettons sur pied des soins psychosociaux. C'est un élément très important qu'il faut considérer. Nous sommes un organisme humanitaire. Nous intégrons ce genre de choses dans notre programmation. Et lorsqu'on veut offrir des soins en matière d'agression sexuelle ou autre, il y a toujours le volet social que nous offrons. Mais les gens continuent d'avoir besoin d'aide juridique, d'un foyer, de protection et ainsi de suite. Et donc, il faut considérer l'ensemble de leurs besoins et des services qu'il faut leur offrir dans ce contexte de crise humanitaire aiguë.